Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième partie de notre série vidéo sur le thème de la révision partielle de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée et ses effets sur les garages. Cette partie traite des expériences pratiques faites avec la TVA en complément à la première partie qui traitait des principaux effets pour le secteur automobile. Nous souhaitons expliquer un peu plus en détail les 4 domaines thématiques suivants. La correction de l'impôt préalable en cas de double affectation, le traitement correct des dédommagements, le respect des prescriptions formelles pour l'application de l'impôt préalable fictif et le traitement correct des diminutions de la contreprestation. En principe, le garage assujetti à l'impôt peut déduire la TVA qui lui est facturée par ses fournisseurs à titre d'impôt préalable. Mais ceci ne s'applique que si l'impôt préalable tombe dans le domaine imposable de l'entreprise. Si des prestations sont achetées qui sont utilisées pour des revenus exclus de l'impôt ou à des fins non entrepreneuriales, la déduction de l'impôt préalable est alors exclue par la loi. Des exemples de tels chiffres d'affaires exceptés sont la location d'un immeuble ou les activités de formation, par exemple de moniteur auto-école. Si des prestations achetées sont utilisées aussi bien à des fins imposables qu'à des fins exonérées, une correction de l'impôt préalable doit être faite. En effet, comme on l'a dit, une déduction de l'impôt préalable ne peut être demandée que dans le domaine imposable. On connaît généralement la part privée pour les véhicules de fonction. Si des véhicules sont utilisés à des fins tant professionnelles que privées, il faut procéder à une correction pour la part privée. Pour le secteur de l'automobile, des variantes forfaitaires spéciales existent, mais nous n'allons pas les traiter en détail ici. Il faut encore mentionner que pour les sociétés anonymes et les SARL, il ne faut pas corriger l'impôt préalable, mais le chiffre d'affaires déclaré. En revanche, pour les entreprises individuelles, on procède à une correction de l'impôt préalable. Dans la pratique, nous rencontrons très souvent la situation suivante. Dans l'immeuble du garage se trouve, en plus de l'entreprise, également le logement du propriétaire. Mais il n'y a pas de compteur séparé pour le mazout, l'électricité et l'eau, et tout est décompté par le biais de l'entreprise. En pareil cas, il faut qu'il y ait une correction de l'impôt préalable pour la part de la facture qui tombe sur le logement privé. Le même principe s'applique aussi aux travaux de rénovation dans les immeubles à usage mixte. Ici aussi un exemple. Dans l'immeuble de la société Garage XY, l'électrodistributeur doit être remplacé. La facture de l'installateur électrique s'élève à 10 000 francs, plus 800 francs de TVA. Sur la base des plans, on peut constater que le 80% de la surface revient à l'entreprise et 20% à un appartement indépendant qui est habité par le propriétaire. Dans ce cas seul, le remboursement de 640 francs peut être demandé. L'impôt préalable doit être diminué de 20%, soit 160 francs. Comme des montants considérables d'impôts préalables sont dus pour les nouvelles constructions ou les transformations, une prudence particulière est de mise pour de tels projets. Voici là aussi un exemple simple pour illustrer notre propos. Un garage construit un nouveau bâtiment où va s'installer l'entreprise. Mais à côté de cela, des locaux commerciaux sont également prévus à la location. Ceux-ci représentent le 40% de la surface totale. Sur le volume d'investissement de 8 millions de francs, il y a 640 000 francs d'impôt préalable. Comme la location d'immeubles est en principe exonérée de la TVA, il n'est pas possible de faire valoir l'impôt préalable sur la part correspondante. Dans notre cas, ce sont tout de même 256 000 francs, donc 40% d'impôt préalable qui est perdu. La déduction de l'impôt préalable pourrait être optimisée dans ce cas, en décomptant volontairement les revenus locatifs avec la TVA. Ainsi, le remboursement de la totalité de l'impôt préalable pourrait alors être demandé. Il vaut donc la peine, dans tous les cas, d'examiner les immeubles à usage mixte quant à la possibilité d'imposition facultative.
Un autre domaine problématique concerne la facturation correcte à la compagnie d'assurance en cas de dommages causés soi-même à de propres véhicules, installations ou parties de bâtiments. Pour la facturation du dommage à la compagnie d'assurance, aucune TVA ne doit être affichée. Il résulte de gros risques de reprise en pratique, surtout concernant l'impôt préalable fictif. Pour pouvoir faire valoir cet impôt préalable lors de l'achat de véhicules d'occasion, la TVA ne doit pas être indiquée sur la facture d'achat ou la note de crédit émise par le concessionnaire. Des indications comme 8% de TVA inclus sont donc préjudiciables et doivent absolument être évitées. Autrement, il y a le risque de reprise de l'impôt préalable fictif. Cela sera très douloureuse dans le commerce des occasions où les marges sont très serrées. L'expérience montre aussi que les réviseurs de la TVA examinent toujours de manière précise l'application de l'impôt préalable fictif. Un autre risque de reprise résulte des véhicules d'occasion exportés. Si un véhicule acheté avec l'impôt préalable fictif est exporté, cette dernière doit être annulée. Fort heureusement, avec la révision partielle de la loi sur la TVA qui entre en vigueur le 1er janvier 2018, cette restriction administrative compliquée sera supprimée. Par le passé, la réglementation était de toute façon facile à contourner en faisant intervenir une société suisse comme intermédiaire. Un dernier point concerne encore les diminutions de la contreprestation, telles que par exemple les pertes sur débiteur ou les escomptes. Dans le cas de telles diminutions, le chiffre d'affaires peut être corrigé en conséquence. En ce qui concerne les pertes sur débiteur, cette correction peut être effectuée au moment de la comptabilisation. Il n'y a donc pas besoin de commandement de payer, d'acte de défaut de biens ou similaire. Si le débiteur défaillant paye alors quand même, la contreprestation devrait bien entendu être déclarée ultérieurement. Les commissions de carte de crédit ne sont pas considérées comme des diminutions de la contreprestation. Elles ne doivent donc pas être déduites du chiffre d'affaires imposable. Nous espérons vous avoir aidé avec nos expériences concernant la TVA. Pour d'autres questions, nos collaborateurs FIGAS sont très volontiers à votre entière disposition. Les coordonnées sont affichées par la suite. Nous vous remercions de votre attention.